C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. Édition spéciale ce soir consacrée à la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Et pour la première fois, nous vous emmènerons dans les Antilles. Nous verrons comment cette mémoire est appréhendée et enseignée aux plus jeunes dans les écoles. Nous irons également au Bénin, à la rencontre de deux Antillais sur la trace de leur passé. Enfin, nous aborderons avec notre invité Doudou Diène, haut fonctionnaire sénégalais et rapporteur pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, la question de la transmission de la mémoire et des passerelles entre l'Afrique et les Antilles et les Caraïbes. Mais d'abord, ces images de la cérémonie de commémoration. Elle a eu lieu au Jardin du Luxembourg à Paris. 400 jeunes venus de toute la France étaient présents autour d'Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a rendu hommage aux victimes de l'esclavage. Il n'a toutefois pas pris la parole. La cérémonie a été rythmée par des chants, des témoignages d'élèves de classes venues de métropole et d'outre-mer. Un hommage particulier a été rendu à Solitude, une ancienne esclave guadeloupéenne qui s'était révoltée et qui fut exécutée en 1802. Et justement, une fois n'est pas coutume, on va vous emmener dans les Antilles, plus précisément dans un collège à Rivière-Pilote en Martinique. Là-bas, l'enseignement de cette période esclavagiste prend une dimension particulière tant elle concerne les descendants directs des collégiens. Elle n'en est pas moins importante en métropole, mais vous verrez que la transmission est différente. Reportage de Martinique la première avec Pierre Lacombe et Alban Lucien. À droite, le collège Jacques Roumain à Rivière-Pilote en Martinique. On va donc entamer la correction de la... À gauche, le collège Antoine de Saint-Exupéry à Niort dans les Deux-Sèvres. Deux classes, deux approches sur le thème de l'esclavage. Pour les esclaves, ils sont récupérés d'Afrique, entre 300 et 440 esclaves, enfermés dans la cale. Il faisait chaud. En Martinique, terre de mémoire, ce travail est essentiel auprès des jeunes générations. D'abord parce que cette histoire est la leur, et ensuite parce qu'il convient de ne jamais oublier ce que ces hommes et ces femmes ont enduré. Il y a une différence entre ce qu'on leur apprend et la réalité de leur vie quotidienne. Ils oublient que voilà, on est des terres de mémoire et ce sont des choses qui ont vraiment eu lieu. Vérification des acquis. Question, dans quelles conditions s'effectuait la traversée des esclaves de l'Afrique vers les Antilles? Les esclaves, ils sont entassés dans la cale, ils n'ont pas beaucoup d'espace de vie, ils sont mal nourris, ils n'ont pas beaucoup d'hygiène. Ils sont considérés comme des bêtes, des animaux. De l'autre côté de l'Atlantique, les élèves de 3e du collège Saint-Exupéry de Niort sont un atelier. L'esclavage à travers une émission de radio, une pièce de théâtre ou une poésie. Un jour, l'histoire leur rendra hommage, peut-être dans les livres d'images, dans la justice et le respect, après tant de douleurs. L'esclavage, c'est une période qu'il ne faut pas l'oublier parce que ça existe toujours. L'histoire, c'est la mémoire. Et puis surtout, c'est de la construction citoyenne. C'est de l'ouverture d'esprit. Ça évite qu'on s'enferme et qu'on aille vers les extrêmes. C'est quelque chose qui, moi, je leur dis, il faut être ouvert, il faut comprendre le passé pour peut-être aussi voir autrement le présent. L'enseignement de l'esclavage et de la traite négrière demeure encore trop confidentiel dans les programmes scolaires, surtout dans l'Hexagone, où l'appréciation pourrait se résumer en 3 mots, peut mieux faire. On l'a vu dans ce reportage que les collégiens à Rivière-Pilote en Martinique sont très appliqués et connaissent bien le sujet. Pourtant, l'enseignement de cette histoire est très récente. Elle n'a pas toujours été une évidence, comme nous l'explique notre consoeur de Martinique la première, Stéphanie Octavia. Dites-vous que rien que le fait d'aborder ce sujet aujourd'hui dans cette émission, c'est déjà une grande avancée. La question de l'enseignement en Martinique, de l'esclavage, de l'histoire de la colonisation, de la traite négrière peut sembler une évidence, mais ça n'est pas le cas puisque ça ne fait que 22 ans que ces sujets sont officiellement inscrits par l'Éducation nationale au programme de nos enfants. À l'époque coloniale, il n'était absolument pas question d'enseigner quoi que ce soit, bien évidemment, aux populations noires, libres ou pas. Un peu plus tard, vers 1920, dans les leçons d'histoire, les petits écoliers pouvaient lire « Nos ancêtres les Gaulois ». Imaginez un peu l'aberration. Vous n'ignorez pas que les questions identitaires sont très fortes ici chez nous en Martinique. Il y a eu d'ailleurs en ce sens plusieurs actions menées par des activistes. On se souvient des déboulonnages et destructions de statues liées à notre passé colonial. Il est heureux donc aujourd'hui pour nous que nous n'ayons plus à compter sur les initiatives individuelles des enseignants
enseignants pour parler de notre histoire à nos enfants. Maintenant, bien sûr, cela reste toujours perfectible. Dans un programme national, on peut parfois manquer de temps pour ces adaptations locales. Et puis, on peut surtout regretter que l'histoire des Outre-mer ne soit pas mieux enseignée dans l'Hexagone. Et Doudou Diène, haut fonctionnaire sénégalais et ancien rapporteur de l'ONU sur le racisme. Vous êtes également rapporteur pour la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Vous êtes notre invité ce soir. Merci d'être avec nous. Pourquoi aura-t-il fallu autant de temps pour que la mémoire de l'esclavage soit enseignée? Mais parce qu'il faut rappeler que ce dont nous parlons, c'est ce qu'un historien français, Jean-Michel Deveau, un historien de Nantes, a appelé la plus grande tragédie de l'histoire humaine par sa durée et son ampleur. 12 millions plus, etc., d'êtres humains perdus. Et cette tragédie est marquée par le silence et l'invisibilité. Le silence historique des livres d'histoire et l'invisibilité des victimes. Et donc c'est la raison pour laquelle Christian Taubira a voulu briser ce silence et cette invisibilité. Et l'écueil de la mise en œuvre de la loi Taubira, c'est précisément l'enseignement. C'est-à-dire connaître cette tragédie, cette face obscure de l'histoire de la France. Et encore maintenant, ce silence perdure en profondeur. Alors justement, on a entendu notre consoeur Stéphanie Octavia le dire, l'histoire des Outre-mer n'est pas assez enseignée en France. Vous partagez cette analyse? Oui, totalement. Je pense que même les officiels de l'éducation nationale française le reconnaissent. La Fondation a demandé à ce que cette dimension de la loi Taubira prenne une réalité, c'est-à-dire que littéralement, l'éducation nationale, de l'école primaire à l'université, se saisissent de cette page centrale de l'histoire française. Et jusqu'à maintenant, il y a des résistances extrêmement profondes. Alors, si le lien n'est pas évident entre l'Hexagone et les Outre-mer, il ne l'est pas non plus avec l'Afrique, la terre d'origine. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux, ces Antillais, à reprendre le chemin de l'Afrique pour renouer avec leur passé et leur histoire. Reportage à Ouida, au Bénin, de notre correspondante Emmanuel Sodji. Bako est originaire de la Guadeloupe. Le trentenaire a tout quitté pour s'installer au Bénin il y a 3 ans, plusieurs siècles après qu'un de ses descendants a été déporté du continent durant la traite négrière. François Gabour, lui, vient de la Martinique. Pour son projet de bande dessinée, l'auteur fait des recherches quelques semaines au Bénin sur l'héritage africain des Antillais. Stéphane s'est choisi un nom ouest-africain, Bako, bien avant son arrivée sur le continent. Depuis, il continue son apprentissage en terre béninoise, hors des sentiers battus, loin du tourisme mémoriel. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes chez vous, vous êtes sur votre terre. Ce qui intéresse l'Afro-Caribéen, c'est cette école primaire où l'on enseigne à la fois le programme officiel, mais aussi la culture endogène, comme les vertus des plantes, l'art divinatoire, appelé ici le Fa. Pour Bako, la réparation identitaire passe avant tout par la reconnexion au vaudou. Je le vois aujourd'hui beaucoup plus comme une science et un mode de vie qui est totalement partie prenante de la culture. C'est en ce sens-là que pour moi c'était important. Mon objet était de renouer avec les origines de ma culture, de pouvoir renouer aussi avec cette partie spirituelle. Une école du vaudou, c'est tellement inimaginable en Martinique et en Guadeloupe. Le souverain pontife vaudou Wendo, Dagbo Nom II, qui a appris la présence d'afro-descendants, vient à leur rencontre. Nous devons tout faire pour que ceux-là qui sont partis involontairement et par force puissent retrouver leur véritable source. Invité 2 jours plus tard à une consultation de voyance traditionnelle, François reste en retrait. Bako, initié au vaudou haïtien, est lui déjà bien avancé dans l'apprentissage de la culture traditionnelle. La première des réparations serait finalement celle-là, de pouvoir reprendre le fil là où il a été coupé, de pouvoir reprendre ce dont on nous a dépossédé en réalité en déportant nos aïeux dans les Caraïbes. Les fidèles du vaudou n'ont jamais oublié ces Africains déportés aux Antilles et aux Amériques. Tous les ans, depuis 1728, ils font des rituels le 10 janvier pour célébrer les ancêtres déracinés et faire revenir leurs descendants. Aujourd'hui, ils sont une 50aine d'Afro-Caribéens à avoir pris le chemin du retour au Bénin définitivement. Doudou Diène, une 50aine, on l'a entendu dans le reportage, une 50aine d'Afro-Caribéens ont pris le chemin du retour vers le Bénin.
Le chiffre paraît dérisoire. Pourquoi si peu de personnes Il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup au Bénin, plus. Je précise. Au Bénin, d'accord. Mais même au Bénin, il y a eu depuis très longtemps beaucoup d'afro-descendants qui sont revenus au Bénin. Mais ce qu'il faut préciser, c'est très important, c'est un fait historique. Les Africains ne connaissent pas en profondeur l'esclavage transatlantique. Il n'est pas assez enseigné à l'école. Ils connaissent l'esclavage traditionnel africain, qui existe encore d'une manière indirecte. Mais ce sont ceux qui vivent dans les Antilles et les Amériques, les terres où l'esclavage s'est implanté. C'est eux qui ont la mémoire dans leur chair et dans leur structure sociale de l'esclavage. Et donc, c'est ça l'explication de fond. Alors justement, on va écouter un extrait d'une interview. Le seul pays, au Sénégal, le seul pays sur le continent à avoir adopté une loi déclarant la traite des Noirs et l'esclavage crime contre l'humanité. Le pays compte aussi la célèbre île de Gorée, symbole du commerce transatlantique. Pourtant, au Sénégal, comme ailleurs dans la région, vous l'avez dit, la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage est peu présente. C'est un manque de connaissance de l'histoire de l'esclavage, selon Koumba Touré, coordinatrice des African Rising, un mouvement panafricain militant pour la paix, la justice et qui travaille justement sur ces questions mémorielles. Je vous propose de l'écouter. Elle répondait aux questions de notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Cette mémoire, elle est si peu vécue, si peu enseignée. Il y a si peu de lumière dessus. C'est très souvent, ceux qui enseignent ou se spécialisent dans l'histoire et encore une certaine histoire qui ont cette conscience-là ou ce travail-là. Et même eux, très souvent, il y a une partie tronquée, même dans cet apprentissage-là. Il y a très peu, on ne va pas en profondeur et dans les détails de ce qui s'est vraiment passé. Donc, il y a un travail, bien sûr, énorme, colossal à faire, non seulement pour faire ressurgir les vérités, mais les enseigner, les rendre accessibles à la population. Doudou Diène, on a l'impression que sur le continent, cette histoire ne concerne pas que ceux qui ont été déportés. On parle plus de la colonisation, des réparations liées à la colonisation, la mémoire liée à la colonisation, que celle liée à l'histoire de l'esclavage. Pourquoi? Mais je crois qu'on en parle de plus en plus. Et je rappelle que moi, j'ai dirigé un département de l'UNESCO et nous avons lancé en 1994, à Ouida précisément, le programme de la route de l'esclave pour revenir sur l'histoire de cette tragédie. Et donc, elle commence à être enseignée. Mais la question de fond, c'est qu'il y a deux sortes de mémoire. Il y a la mémoire historique des faits qui sont encore occultés, qui ne sont pas assez connus, sur lesquels l'UNESCO travaille, les historiens. Mais ce sont les traces de l'esclavage et l'impact social, économique et politique dans les anciennes sociétés esclavagistes. Et c'est là qu'on voit que ce dont nous parlons n'est pas une histoire du passé, mais c'est littéralement une histoire qui a structuré le monde occidental et les sociétés occidentales jusqu'à maintenant. Les communautés marginalisées économiquement, socialement, culturellement sont les mêmes communautés qui ont été victimes de l'esclavage. Alors on a entendu tout à l'heure Koumba Touré dire qu'il faut que certaines vérités ressurgissent. De quelle vérité parle-t-elle? La vérité d'abord des faits, c'est-à-dire cette immense tragédie. Ceux qui en parlent ne le connaissent pas beaucoup, surtout au niveau des médias. Mais la vérité, c'est également les causes profondes de l'esclavage. Quelles sont les valeurs humaines qui ont été à la base? Et nous savons que ces valeurs étaient commerciales, c'était économique. C'était une histoire d'exploitation de ce qu'on appelait les richesses des nouvelles terres, entre guillemets, des Amériques. Et donc la question est de savoir, est-ce que ces valeurs-là sont les mêmes que celles qui actuellement dominent les valeurs du marché, c'est-à-dire l'économie, c'est-à-dire de réduire l'être humain à un pur produit et à une mécanique de production. Et donc, la vérité et la mémoire doivent porter sur ça et les conséquences de tout cela. Alors, il y a aussi peut-être un tabou sur le continent africain parce que de nombreux Africains ont participé à la traite. Est-ce que ce tabou persiste encore aujourd'hui? Le tabou persiste, mais de moins en moins. Les sociétés africaines s'en saisissent, mais les sociétés africaines ne vont pas en profondeur en liant l'esclavage traditionnel africain et l'esclavage
transatlantique. Et je corrige un fait, il n'y a pas que le Sénégal, il y a aussi la Mauritanie qui ont adopté cette loi après celle de Christian Taubira. Et donc, il y a un mouvement extrêmement profond qui est en cours. Et surtout, il y a un lien qui est en train de se faire entre les Africains et les descendants d'esclaves, descendants d'Africains qui sont esclavagisés, disons, qui se trouvent dans les Antilles et les Amériques. Et ça depuis l'époque coloniale jusqu'à maintenant. Et ce lien se renforce en profondeur. Justement, on a l'impression qu'il y avait une rancœur du côté de ces descendants d'esclaves vis-à-vis de l'Afrique qui n'aurait pas empêché l'esclavage et qui aurait parfois participé à la traite. Est-ce que cette rancœur est toujours présente ou est-ce qu'elle se dilue dans le temps? En fait, cette rancœur est une construction du silence. Ce sont les esclavagistes qui ont écrit l'histoire de l'esclavage. Et dans cette écriture, on a posé des paradigmes que les responsables de l'esclavage, c'était les royaumes africains traditionnels. C'était l'Afrique, où existait un esclavage traditionnel. Mais c'était l'Occident, dans son grand mouvement de sortie de l'Occident, qui a littéralement construit le système triangulaire et esclavagiste. Et donc, cette rancœur, elle a été construite pour littéralement masquer les causes profondes et les responsabilités. Et effectivement, ça a eu un impact chez certains descendants de ces victimes de l'esclavage. Mais cette rancœur, tous les grands intellectuels, et écrivains et penseurs des Antilles l'ont remis en question, de Césaire à Fanon et tous, depuis très longtemps, et en profondeur. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui, les passerelles se recréent entre les Caraïbes, les Antilles et l'Afrique? D'abord, la vérité historique. Christian Taubira en est le symbole. Elle est de la Guyane. Et c'est elle qui l'a fait. Et ce que l'UNESCO fait avec la route de l'esclave, ce que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est en train de faire, et ce que aussi beaucoup de chercheurs et d'intellectuels sont en train de faire. Donc, ce silence lourd dans l'enseignement, dans la société, est en train d'être remis en question par les communautés qui ont été victimes de l'esclavage. Et donc, nous sommes dans une phase d'accouchement. C'est ce qui fait que nous sommes actuellement en Europe dans une crise identitaire très profonde. C'est-à-dire ceux qui ont été victimes de ce système sont en train littéralement de se battre pour que la réalité identitaire occidentale soit une réalité multiculturelle. Et c'est cette résistance à la diversité culturelle en termes d'égalité de toutes les communautés qui fait actuellement le lit et le programme des partis d'extrême droite et de ceux qui encore littéralement se nourrissent de ce qui a été le pilier idéologique de l'esclavage, c'est-à-dire la construction du racisme anti-noir. C'est-à-dire de légitimer le fait qu'on vante des êtres humains définis par le code noir comme des biens meubles. C'est la définition de l'animal dans le code civil. Et c'est précisément cela qui veulent faire en sorte qu'on reste dans ce silence. Et ce silence est en train d'être mis en question intellectuellement, socialement et économiquement et culturellement. Merci beaucoup, Doudou Ndiane, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes rapporteur spécial de l'ONU sur le racisme. Merci infiniment pour votre expertise. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Célia Caracena. Et merci à nos confrères de Outre-mer La Première d'avoir participé à cette édition spéciale. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.